L'Europe veut remettre Israéliens et Palestiniens autour de la table des négociations, mais il y a du travail, même si Netanyahou réaffirme ce soir qu'il est en faveur de la solution à deux États. L'Iran adopte une posture de fermeté sur le dossier du nucléaire. Pas question de laisser inspecter les sites militaires ni interroger les savants iraniens. Un accord doit théoriquement être signé d'ici au 30 juin. Et puis les États-Unis divulguent aujourd'hui une partie des documents saisis dans la maison de Ben Laden lors de sa mort au Pakistan en 2011. Al-Qaïda était gérée comme une véritable entreprise. Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. L'Europe tente donc de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est rendue aujourd'hui à Ramallah, puis à Jérusalem ce soir pour rencontrer séparément les deux dirigeants, israéliens et palestiniens, au moment où la distance semble encore très grande entre les deux peuples. Récit de cette journée, Mathias Inbar, David Kezewski. À peine investi, le nouveau gouvernement israélien reçoit déjà de la visite. Federica Mogherini a fait le déplacement à Ramallah et à Jérusalem. La diplomate en chef de l'Union européenne compte bien mettre la pression pour qu'un État palestinien soit créé le plus vite possible. C'est dans l'intérêt européen, c'est nécessairement dans l'intérêt palestinien, dans l'intérêt arabe, mais aussi dans l'intérêt israélien, je pense. Il faut avancer parce qu'il n'y a pas de statu quo possible. Réponse de Benyamin Netanyahou. Oui, un État palestinien, mais pas à n'importe quelle condition. Le Premier ministre israélien exige notamment que les Palestiniens reconnaissent officiellement Israël comme État du peuple juif. Ma position n'a pas changé. Je ne soutiens pas la solution à un État. Je soutiens la vision de deux États pour deux peuples. Un État palestinien démilitarisé qui reconnaît un État juif. Et j'espère discuter avec vous pour voir comment nous pouvons faire avancer cette vision de manière responsable, pragmatique et sans danger. Mais les obstacles sont nombreux. Parmi eux, les divisions internes entre différents mouvements palestiniens qui ne partagent pas tous les mêmes objectifs ou les mêmes agendas. La question a été évoquée ce matin avec Mahmoud Abbas. Autre incertitude qui pèse sur la résolution du conflit, l'instabilité de la région évoquée par la diplomatie européenne. La Méditerranée et le Moyen-Orient, avec qui nous partageons des frontières, est l'une des régions les plus dangereuses au monde. La plupart des menaces sont autour de vous, Israël, mais aussi autour de nous. Une source diplomatique européenne a affirmé que la visite de Federica Mogherini a surtout pour objectif d'évaluer la marge de manœuvre des Européens dans ces dossiers moyen-orientaux, alors que Barack Obama entame la fin de son mandat dans 18 mois. Alors avec nous, Yitzhak Levanon, bonsoir, ambassadeur d'Israël. On entend évidemment les propos de Netanyahou et ceux des Palestiniens. On se dit qu'on en est toujours au même point finalement sur ce dossier-là. On repart encore de zéro là ? Non, je crois qu'il n'y a pas de changement, disons, substantiel dans les positions, que ce soit palestiniennes ou israéliennes. Il y a tout simplement, disons, un récalibrage de la position de Benjamin Netanyahou, parce qu'à la veille des élections, il a dit que durant son séjour en tant que Premier ministre, il n'y aura pas un État palestinien. Et ce soir, il dit à la diplomate européenne que oui, je suis pour deux États. Donc on a retrouvé Netanyahou d'avant-élection. C'est Netanyahou de Bar Ilan, il y a plusieurs années, que comme quoi il est pour deux États, un État palestinien et un État israélien pour le peuple juif. Mais les conditions pour arriver à cela n'ont pas changé, ni du point de vue de Netanyahou, ni du point de vue de Mahmoud Abbas, des Palestiniens. Mais je crois que ce que l'Union européenne désire, ça a été toujours la position européenne, c'est qu'elle veut jouer un rôle prépondérant et substantif et actif pour trouver cette solution-là. Parce que l'Union européenne trouve que les États-Unis, pour l'instant, elles sont occupées, et c'est vrai, avec ISIS, avec la guerre contre au Yémen, avec le dossier nucléaire, etc. Donc l'Union européenne pense que Obama n'est pas actuellement dans une position qui peut présenter, disons, une résolution, une solution, faire quelque chose dans ce sens-là. Et c'est pour cela qu'elle vient ici
pour essayer de voir de quelle manière on peut faire avancer cette idée-là des deux États, un palestinien et un État juif. Alors c'est vrai que les Européens semblent en tout cas mettre plus de pression sur Israël. On avait un instant craint qu'il y ait des sanctions à la clé. C'est pas trop ce qu'on a entendu dans les propos de Mogherini. Est-ce que l'Europe s'est calmée là-dessus, à votre avis? Non, je ne pense pas, parce que ces sanctions-là toujours se faufilent à l'horizon à chaque reprise. Et disons, c'est le bâton. Et aujourd'hui, la diplomate européenne, c'est la carotte qui est ici pour parler avec nous, mais il y a aussi le bâton que l'Union européenne l'utilise de temps à autre. Je crois que la position européenne, elle est beaucoup plus dure, disons, vis-à-vis le problème israélo-palestinien que la position américaine. La position américaine comprend que si on veut trouver une solution qui serait durable, les deux antagonistes, palestiniens et israéliens, ce sont eux qui doivent trouver cette solution. Pour la première fois, aujourd'hui, ce matin, un éditorial dans le New York Times qui dit qu'il faut casser cette équation. Il faut dire que non, il faut maintenant obliger les Nations Unies, le Conseil de sécurité, d'intervenir et imposer une solution. Cette position-là de New York Times, elle est proche de la position européenne, d'imposer une solution aux Israéliens, aux Palestiniens. Et de la France aussi, qui a un projet de résolution qui est maintenant finalisé. Regardez, la France, elle était toujours en avant, disons, des autres pays européens dans ce sens-là. Parce qu'elle veut jouer un rôle. C'est pas seulement avec la question palestinienne, mais aussi c'est dans la question moyen-orientale, partout. On l'a vu au Liban, on l'a vu en Syrie maintenant, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu partout. Ce que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est en train de penser ou de suggérer ou de proposer, c'est une résolution qu'il va présenter aux alentours de septembre, parce que les Américains lui ont demandé d'attendre jusqu'à qu'il signe un accord sur le nucléaire iranien. Mais je crois que là, il y a un danger. Et le danger, c'est que dans cette résolution française, il y a une sorte de ligne directrice. De quelle façon on va solutionner le problème israélo-palestinien? Mais cette ligne directrice existe. Elle existe dans la résolution 242 de 1967, après la guerre des 6 jours. Le retour à des frontières sûres et reconnues, la solution du problème des réfugiés, de tous les réfugiés, palestiniens, israéliens, juifs, tous les réfugiés, etc. Et la solution du conflit par des moyens pacifiques. Ça existe. Si la France va réussir à faire adopter cette résolution-là, c'est la mort de la 242, et ça sera une nouvelle résolution. Je ne sais pas si Israël va l'accepter, je ne sais pas si les Américains vont l'accepter. Si c'est pas, elle serait faisable, on pourrait travailler là-dessus, parce que elle sera complètement différente de la 242. Et c'est ça le danger. Alors on parlera un petit peu plus tard, vous restez avec nous, Yitzhak Levanon, on parlera un petit peu plus tard de cette mesure controversée de bus qui ne serait réservée qu'aux habitants des implantations, qui a fait beaucoup de bruit ce matin avant d'être retirée. Mais cette journée diplomatique avait commencé par une nouvelle attaque terroriste à la voiture bélier à Jérusalem-Est ce matin. 2 policiers israéliens ont été blessés, mais ils ont riposté en tuant le conducteur palestinien. Récit Maxime Pérez. Il est un peu moins de 10 heures au carrefour d'Abou Tor, un quartier est de Jérusalem. Un Palestinien vient de foncer avec sa Jeep sur des policiers israéliens en faction, des gardes-frontières. L'assaillant est immédiatement visé par des tirs venant d'autres policiers. Il succombe à ses blessures. Le terroriste a tenté de prendre la fuite et comme c'est la règle dans ce genre d'attentat à la voiture bélier, il a été neutralisé. Nous l'avons tout de suite abattu. D'après les secours, l'attaque a fait 2 blessés, dont une jeune policière de 20 ans, grièvement touchée aux jambes. La victime a été immédiatement transportée à l'hôpital Shahar Tzedek de Jérusalem. D'importants renforts ont été déployés dans le quartier d'Abou Tor, d'ordinaire sensible. La police a même utilisé un hélicoptère pour veiller à d'éventuels affrontements avec des jeunes lanceurs de pierres. Le terroriste, le voici, Amran Aboutrahim, un Palestinien de 41 ans, originaire du quartier de Jabal Moukaber. Ses proches assurent que son acte est dû à un banal accident de la circulation. Nous n'avions aucune information particulière sur un attentat en préparation. Nous comprenons que cet acte s'inscrit dans la série d'attentats qui se déroulent à Jérusalem depuis plusieurs semaines. Nir Barkat, le maire de la capitale israélienne, a promis qu'il ne laisserait pas ce genre d'acte terroriste se répéter. L'attentat intervient moins d'1 semaine après une autre attaque à la voiture bélier, cette fois au carrefour du Gush Etzion en Cisjordanie. 3 jeunes adolescents israéliens avaient alors été blessés.
Alors on va retrouver à Jérusalem Daniel Haïk qui suit donc bien la visite de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Daniel, on retient déjà ce qu'a dit Netanyahou ce soir, c'est qu'il est vraiment et résolument pour la solution à 2 États. Oui, effectivement, on pourrait parler même de mini-discours de Bar-Ilan bis, puisque Binyamin Netanyahou n'a pas eu l'habitude au cours des 6 dernières années de répéter cette formule en faveur de 2 États pour 2 peuples. Il a dit très clairement aujourd'hui, donc lorsqu'il était aux côtés de Federica Mogherini, ici derrière moi à la résidence du Premier ministre, je suis pour la paix, je suis contre un État binational et je suis favorable à la solution de 2 États pour 2 peuples. Toutefois, Binyamin Netanyahou a tout de même posé une condition. Il a affirmé qu'il fallait que les Palestiniens reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. Et précédemment, la vice-ministre des Affaires étrangères, nouvelle vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, avait rajouté une condition à elle, le fait que les Palestiniens cessent de reconnaissent l'existence de l'État d'Israël cessent leur activité unilatérale au sein de la communauté internationale, en particulier au sein des Nations Unies. Alors, bien entendu, Federica Mogherini s'est déclarée satisfaite de cette déclaration, a salué la déclaration de Binyamin Netanyahou en faveur de 2 États pour 2 peuples. Les 2 leaders ont également parlé de la menace iranienne. Il a été question de cette menace dans ces déclarations, puisque Federica Mogherini a affirmé que l'Union européenne et les puissances occidentales faisaient tout pour faire en sorte que l'Iran ne soit pas un État nucléaire, il n'est pas un potentiel nucléaire. Et Binyamin Netanyahou a affirmé que pour qu'il y ait une véritable paix, il fallait améliorer l'accord qui est en train de se profiler entre les puissances occidentales et l'Iran. D'un mot, Daniel, il semble en tout cas que Netanyahou soit mieux disposé vis-à-vis de l'Europe, on le sent en tout cas, que vis-à-vis des États-Unis actuellement. Oui, il faut comprendre que l'on est dans un contexte un peu particulier où les Américains se sont quelque peu retirés de l'action diplomatique au Proche-Orient, et il n'est pas impossible que l'Union européenne veuille reprendre la balle au bond, reprendre la main dans ces négociations entre Israéliens et Palestiniens, et que Binyamin Netanyahou soit intéressé à donner la possibilité aux Européens d'être des médiateurs, à condition qu'ils soient des médiateurs impartiaux. On sait que Binyamin Netanyahou n'est pas particulièrement favorable à la poursuite d'une initiative américaine. On a vu que finalement elle s'était heurtée à un certain échec, l'initiative de John Kerry l'an dernier. Il y a eu des tensions entre Binyamin Netanyahou et l'administration Obama au cours des derniers mois. Alors peut-être que Binyamin Netanyahou essaye d'explorer cette option d'une médiation des Européens actuellement. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem où dînent en ce moment Mogherini et Netanyahou. Un dernier mot avec vous, Yitzhak Levanon, concernant justement cette mesure. On va en parler très longuement tout à l'heure, que les Israéliens avaient annoncé aujourd'hui, celle de vouloir séparer dans des bus les travailleurs palestiniens qui rentrent en Cisjordanie. Pas les Israéliens, c'est le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Mais regardez, le nouveau gouvernement israélien a pris naissance après des difficultés que tout le monde le sait. Et il se base sur 61 voix, etc. Donc, il y a un certain visage de ce gouvernement. Je crois que tous les ministres, sans aucune exception, que ce soit le ministre de la Défense ou que ce soit la vice-ministre Hotovely, etc., ou tous les autres, je crois que c'est le moment, à cause des circonstances, de montrer du sérieux vis-à-vis de l'intérieur et en plus vis-à-vis de l'extérieur. Il ne fallait pas le faire. Eh ben voilà, et on va en reparler tout à l'heure puisqu'elle a été retirée cette mesure, mais peut-être pas définitivement. Là aussi, il y a débat. Merci Yitzhak Levanon. Autre volet d'ailleurs du dossier israélo-palestinien, c'est le football, avec le vote demandé par les Palestiniens qui souhaitent exclure Israël de la FIFA. Sepp Blatter, le président, proposait hier d'organiser un match de la paix. Israël-Palestine, par exemple à Zurich. L'idée était bien accueillie côté israélien, mais elle a été rejetée aujourd'hui par les Palestiniens. Joseph Emmanuel. Le match de la paix n'aura pas lieu entre Israéliens et Palestiniens. C'était une proposition du président de la FIFA en visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Mais ces derniers ne veulent pas du match et demandent toujours l'exclusion pure et simple de la Fédération de football israélien de la FIFA. Raison officielle, obtenir la liberté de circulation dans les territoires palestiniens. Un problème sans aucun lien avec le monde du football, rétorquent les autorités israéliennes. Mais l'infatigable président de la FIFA ne se décourage pas et propose depuis Ramallah une solution presque politique.
J'ai demandé au Premier ministre israélien des propositions et il a accepté l'idée d'un groupe de travail avec des représentants israéliens, palestiniens et de la FIFA. Ce groupe pourrait se réunir chaque mois, notamment pour réfléchir à la facilité de circulation des joueurs de football palestiniens. Un groupe de discussion pour éviter à tout prix le vote de suspension lors du congrès de la FIFA dans 10 jours, car M. Blatter sera obligé d'entériner un vote qu'il ne souhaite visiblement pas. Et le camp palestinien ne semble pas partager le même point de vue. Nous sommes convaincus que la plupart des membres de la FIFA partagent nos vues sur la situation et soutiennent notre proposition, parce que le racisme est l'un des dangers les plus graves auxquels le football est confronté à l'heure actuelle. Le football se confronte donc à un conflit politique complexe, un mélange des genres qui, selon les autorités israéliennes, ne devrait pas avoir lieu. Une démarche qualifiée de cynique par le patron du football israélien. L'exigence des Palestiniens n'a rien à voir avec le sport. Nous voyons dans cette affaire un mélange évident entre la politique et le football, quelque chose qui n'a pas sa place dans un congrès de la FIFA. Selon Seb Blatter, ce dossier représente aujourd'hui son premier défi, un défi qui prend place alors qu'il s'apprête à demander à être réélu. L'accord final sur le nucléaire iranien est censé intervenir d'ici au 30 juin. Mais l'Iran a montré aujourd'hui qu'il ferait preuve de fermeté jusqu'au bout. Le guide spirituel du régime, l'ayatollah Khamenei, a rappelé qu'aucune inspection des sites militaires ne serait autorisée, ce qui maintient évidemment la suspicion. Julia Ganancia. Le bras de fer entre l'Iran et les grandes puissances est loin d'être terminé. Ils ont bel et bien conclu un accord cadre pour résoudre le dossier du nucléaire iranien, étape fondamentale sur la voie d'un accord final d'ici au 30 juin. Mais depuis plusieurs semaines, les experts politiques et techniques des deux parties négocient pour finaliser les termes de l'accord définitif. La question des inspections est un des points délicats des négociations, surtout en ce qui concerne les sites militaires. Nous avons dit que nous ne permettrons aucune inspection des sites militaires de la part des étrangers. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient qu'on autorise les entretiens avec les scientifiques nucléaires. C'est de l'interrogatoire. Pourtant, selon les États-Unis, l'Iran avait accepté un régime d'inspection renforcé de ces sites nucléaires par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sous le régime du protocole additionnel au traité de non-prolifération qui permet des inspections inopinées. Mais le guide suprême a toujours le dernier mot dans les grandes affaires du pays et notamment sur le dossier nucléaire. Je ne laisserai pas des étrangers parler à nos scientifiques, qui sont les enfants les plus doués de notre nation et qui ont acquis un niveau très élevé en sciences. En excluant ainsi l'interview des scientifiques nucléaires iraniens par les inspecteurs de l'AIEA, le guide suprême refuse la transparence et ne dissipe pas les inquiétudes des Occidentaux et d'Israël. Une nouvelle réunion sur la situation en Syrie et en Irak aura lieu à Paris le 2 juin prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui au moment où l'État islamique a réussi à pénétrer de nouveau à l'intérieur de la cité antique de Palmyre, une ville d'importance stratégique qui fait l'objet d'âpres combats depuis plusieurs jours avec les forces syriennes. Joseph Emmanuel. Les combats ont repris dans les rues de Palmyre. Les hommes en noir de l'État islamique s'étaient déjà emparés samedi de l'antique cité syrienne avant d'en être chassés par l'armée après 24 heures. Ils reviennent donc aujourd'hui et contrôleraient le nord de la ville, une information confirmée par le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combattants de l'État islamique ont pris la totalité du nord de Palmyre. Et les soldats du régime se sont enfuis de cette partie qui représente un tiers de la ville. L'OSDH rapporte également la mort de 22 civils. Ils auraient été tués par des bombardements du régime dans la province d'Idleb, une province désormais totalement aux mains des rebelles. Les forces loyales font donc face aux djihadistes sur plusieurs fronts. De son côté, la télévision d'État syrienne ne dément pas, mais précise que dans le cas de Palmyre, l'armée fait face à des groupes terroristes infiltrés. Pas de précision en revanche quant à ce que sont devenus les soldats du régime, mais plusieurs sources affirment qu'ils se seraient enfuis vers le bâtiment des renseignements militaires dans le sud-ouest de la ville, près du célèbre site archéologique. Si les hommes de l'État islamique s'attaquent une nouvelle fois à Palmyre, c'est qu'elle revêt une importance stratégique. Elle abrite la plus grande prison de la région et ouvre sur le grand désert de Syrie, tout proche de la province irakienne d'Al-Anbar, une province en grande partie contrôlée par les djihadistes de l'État islamique. Et l'armée française annonce avoir abattu 2 importants chefs d'Al-Qaïda au Mali, une opération menée de nuit par les forces spéciales qui ont éliminé également 2 autres djihadistes.
On évoque à présent la situation de l'arrestation dans l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis qui a fait 21 morts. Il s'agit d'un ressortissant marocain qui a été interpellé en Italie pour avoir joué un rôle dans cette attaque, ce qui tente à prouver l'existence d'une cellule terroriste dans tout le Maghreb liée à cet attentat. Julia Ganancia. Il s'appelle Abdelmajid Touil, connu sous le pseudonyme d'Abdallah. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme est soupçonné d'être parti en Tunisie puis revenu en Italie après l'attentat du Bardo. Il n'aurait pas participé à l'opération terroriste, mais aurait aidé ses auteurs. Le mandat d'arrêt international a été établi sur des chefs d'homicide volontaire avec préméditation et conspiration en vue de commettre un attentat. Le Marocain, âgé de 22 ans, a été arrêté mardi soir dans la banlieue de Milan, où il résidait avec sa mère et ses 2 frères. Un homme jusque-là inconnu des services de sécurité. Nous l'avions uniquement identifié le 17 février 2015 lorsqu'il a débarqué par bateau à Agrigente. Nous n'avons aucune autre information. Il n'était pas connu, il n'était absolument pas connu de nos services. Le 18 mars, une attaque terroriste contre le célèbre musée Bardo de Tunis, à proximité du Parlement, avait fait 22 morts, 21 touristes étrangers et un policier tunisien. Parmi ces 22 morts figuraient 4 touristes italiens. 10 jours plus tard, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi s'était rendu à Tunis en compagnie d'autres dirigeants internationaux, dont le président français François Hollande, pour participer à une grande marche contre le terrorisme en Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour donner un message d'espoir. Avec tous les Italiens, tous les Européens, nous désirons dire que la Tunisie n'est pas seule, nous sommes ensemble à combattre le terrorisme. En Tunisie, le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir émis des mandats d'arrêt internationaux contre un autre Marocain et un Algérien ayant eu un lien indirect avec l'attentat. Près d'une 50aine de personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. L'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique, mais les autorités tunisiennes ont affirmé qu'il avait été dirigé par Lokman Abou Sakir, un chef djihadiste algérien abattu fin mars par les forces de l'ordre tunisiennes. En France, la police a interrogé 2 hommes qui étaient en train de photographier le domicile du nouveau directeur de Charlie Hebdo. Il s'agit du dessinateur Riss. Les suspects étaient fichés comme islamistes radicaux, mais aucune charge n'a pour l'instant été retenue contre eux. Ces images d'une marée noire spectaculaire sur les côtes américaines de Californie. Ça se passe au large de Santa Barbara. C'est la rupture d'un pipeline en mer qui est à l'origine de cette fuite relativement importante. Les opérations de nettoyage sont en cours. 4 ans après la mort d'Oussama Ben Laden dans un raid de l'armée américaine au Pakistan, on se souvient que les soldats avaient réussi à emmener avec eux des ordinateurs et des documents saisis dans la maison du chef d'Al-Qaïda. Et bien pour la première fois aujourd'hui, une partie de ces documents est déclassifiée et cela révèle une facette étonnante de l'organisation terroriste. Regardez. Abbottabad, au Pakistan, le dernier repère d'Oussama Ben Laden. C'est ici que l'ex-leader d'Al-Qaïda a été abattu par des unités d'élite américaines. Mais si l'endroit a été détruit moins d'1 an après, aujourd'hui, certains de ses secrets font surface. La CIA rend public cette semaine des centaines de documents qui auraient été trouvés dans la résidence de Ben Laden. L'AFP a pu les consulter en exclusivité avant leur déclassification. Selon le correspondant au Pentagone d'Andalus, il révèle de nombreux détails sur la stratégie d'Al-Qaïda. Clairement, on voit sa volonté de mener une attaque d'envergure sur les États-Unis et l'Occident et ses demandes répétées à ne pas se laisser distraire par des conflits ailleurs au Moyen-Orient. Il évoque sans cesse la nécessité de planifier un attentat massif, encore plus important que celui du 11 septembre. Quelques mois avant sa mort, Ben Laden apparaît soucieux de tirer profit des soulèvements du printemps arabe et regrette son éloignement. On voit qu'il se dit « nous devons rester dans le coup, rester pertinent, on doit saisir et exploiter ces occasions », alors que lui est assis dans son repère au Pakistan, très loin de ces événements. Parmi les documents retrouvés et ici traduits, ce formulaire d'inscription pour nouvelles recrues. Il comporte des dizaines de questions parfois très précises, allant des connaissances sur le Coran et la charia à d'éventuels contacts avec des experts en chimie ou télécommunications. Les candidats doivent même répondre à la question « Voulez-vous faire partie d'une mission suicide ?» puis indiquer la personne à contacter si vous devenez un martyr.
Une attention aux détails qui illustre l'obsession de Ben Laden pour la sécurité de ses opérations. C'est presque comique. Il parle de créer un centre de développement et il utilise un langage presque similaire à celui des ressources humaines dans une entreprise, afin de trouver de nouveaux leaders qui peuvent faire avancer l'organisation. On découvre aussi dans les documents sa correspondance personnelle. Un de ses fils, Hamza, veut le rejoindre au Pakistan pour l'aider. Un autre demande à son père la raison de sa colère envers lui. Le journaliste Seymour Hersh a récemment mis en doute la version officielle sur la mort de Ben Laden et son rôle au sein d'Al-Qaïda au moment du raid de 2011. Ces documents semblent confirmer qu'il contrôlait encore les opérations à l'intérieur du groupe djihadiste. Alors avec nous et en ligne depuis Paris, Xavier Roffer, qui est criminologue. Bonsoir, vous avez co-signé un livre sur l'énigme Al-Qaïda. Est-ce que pour vous c'est surprenant de découvrir peut-être comment était gérée cette organisation terroriste, un peu comme une entreprise finalement? Il faut être plus prudent que ça, vous savez, ça fait un bon demi-siècle que nos amis américains nous ont habitués à des fois arranger un peu, enjoliver, changer les choses qu'ils révèlent au public. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours forcément la vérité du bon Dieu qui ressorte de ces révélations. Et en l'occurrence, ce qui venait du Pakistan, ce que nous savions depuis des années, c'est qu'à un moment qui ne nous est pas connu, mais qu'on saura peut-être un jour, la situation devient intenable pour Oussama Bin Laden dans la zone de l'Afghanistan où il s'était réfugié, et qu'à ce moment-là, il est contraint, autrement il est arrêté ou tué par un tir de missile, de se mettre sous la protection de gens au Pakistan qui sont vraisemblablement les services de renseignement pakistanais. De ce jour, il est leur prisonnier. Et bien entendu, à partir du moment où on héberge quelqu'un, c'est un phénomène classique. Vous devez vous souvenir, Israël doit se souvenir que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, avait recueilli chez lui comme ça des terroristes. À partir du moment où les terroristes étaient chez lui, il faisait ce que Hafez el-Assad et ses services leur demandaient. Donc il y a gros à parier qu'à partir du moment où Oussama Bin Laden est réfugié chez les Pakistanais, d'abord c'est une sorte de poule aux œufs d'or pour les Pakistanais qui se font donner des milliards par les Américains pour dire oui on le cherche, on va bientôt le trouver, etc. Et à la suite de quoi il ne finit par plus faire que les courses, si on peut dire, des Pakistanais. Et à la fin, quand les Américains se rendent compte de cette situation, eh bien ils l'éliminent. C'est ça la version la plus vraisemblable. Merci Xavier Roffer. Je rappelle donc que vous êtes criminologue et que vous avez co-signé ce livre, l'énigme Al-Qaïda, donc après la divulgation de ces premiers documents. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour l'instant ce sont ces quelques-uns qu'ont livrés les Américains. Dans un instant on parlera de cette polémique qu'a déclenché la mesure du gouvernement israélien de séparer les Palestiniens des Israéliens dans des bus. A tout de suite. L'Europe veut remettre Israéliens et Palestiniens autour de la table des négociations. Netanyahou réaffirme ce soir qu'il est en faveur de la solution à deux États. L'Iran adopte une posture de fermeté sur le dossier du nucléaire. Pas question de laisser inspecter les sites militaires ni interroger les savants iraniens. Un accord doit théoriquement être signé avant le 30 juin. Et puis les États-Unis divulguent une partie des documents saisis dans la maison de Ben Laden lors de sa mort au Pakistan en 2011. Al-Qaïda semblait être gérée comme une véritable entreprise. C'était il y a 15 ans, presque jour pour jour, dans la nuit exactement du 23 au 24 mai. Israël se retirait du Sud-Liban, une décision très lourde de conséquences car elle exposait le nord d'Israël aux tirs de roquettes du Hezbollah qui n'a pas tardé à occuper l'espace laissé vacant. Maxime Pérez. C'était il y a presque 15 ans, dans la nuit du 23 au 24 mai 2000. Ces blindés israéliens sont les derniers à se retirer du Sud-Liban. Tsahal referme l'un des chapitres les plus douloureux de son existence. Un chapitre entamé au début des années 80. 19 années de présence au Sud-Liban qui coûteront la vie à plus de 1200 soldats israéliens. Pour ces militaires, ce sont les portes de l'enfer qui se referment. Leur soulagement est immense.
Cette journée est historique. Ce 24 mai 2000 qui coïncide avec le retrait de Tzahal de la zone de sécurité. Cette nuit, l'armée israélienne a achevé son retrait du Liban et elle a ramené ses fils à la maison. L'artisan du retrait israélien se nomme Ehud Barak. Celui qui est alors Premier ministre dit agir pour la sécurité d'Israël et de sa région nord. Pourtant, à aucun moment les habitants des villes et kibboutz de Galilée n'auront connu la tranquillité. Les tirs de roquettes Katyusha poussent des dizaines de milliers d'Israéliens aux abris. Dans cette guerre d'usure, Tzahal répondra par des bombardements au Liban et des opérations visant la milice chiite du Hezbollah et ses infrastructures. Quiconque tentera de porter atteinte à l'État d'Israël après notre retrait du Liban n'a aucune raison et justification de le faire. Aucune excuse pour tirer sur nos soldats ou sur nos civils. Je veux voir qui osera tirer, dans les circonstances actuelles, sur nos soldats et nos communautés. Le cas échéant, nous saurons comment répondre. Près de 15 ans après son retrait du sud Liban, Tzahal n'en a pas fini avec ses démons du passé. En 2006, Israël et le Hezbollah se sont affrontés militairement au cours de la seconde guerre du Liban. Pire, la milice chiite est devenue une armée à part entière. Elle détiendrait aujourd'hui plus de 100 000 missiles et roquettes, dirigés non seulement contre la région nord, mais contre toutes les villes d'Israël. Il y a quelques jours, le leader palestinien Mahmoud Abbas accusait Israël de mener des négociations secrètes et indirectes avec le Hamas sur l'avenir de Gaza. C'est une information que relaient d'ailleurs actuellement plusieurs médias arabes. Cyril Amar. Le blocus de la bande de Gaza est-il en passe d'être relevé? C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien jordanien Ad-Dustour. Selon le journal, Israël et le Hamas auraient engagé des pourparlers pour la construction d'un port flottant entre Chypre et l'enclave palestinienne. Des tractations directes menées dans plusieurs capitales européennes sous les auspices de la Turquie. Des diplomates européens proches du dossier ont confié au journal que d'autres points étaient en cours de négociation entre les parties. L'extension de la frontière de la bande de Gaza du côté de la péninsule égyptienne du Sinaï, signe d'une probable implication du Caire dans les négociations. Autre point évoqué, la restitution du corps d'un soldat israélien contre la libération de prisonniers du Hamas. Des informations démenties de part et d'autre, mais ce qui renforce leur crédibilité, c'est que le Hamas a toujours conditionné un cessez-le-feu avec Israël à la construction d'un port commercial en eau profonde. L'article du journal arabophone ne fournit en revanche aucune information sur le nom des négociateurs ou sur le lieu des rencontres. Pour les porte-paroles du Hamas, il s'agirait d'une fuite orchestrée par le Fatah pour lui porter préjudice. Un ancien soldat israélien a choisi de défendre l'image de l'armée israélienne dans les pays arabes et via les réseaux sociaux. Il a ouvert pour cela une page Facebook en arabe et qui reçoit d'ailleurs d'étonnants messages de soutien. C'est un reportage de Maël Benoliel. Il a accepté de nous rencontrer dans un lieu secret. Sa seule condition, préserver l'anonymat. Car pour M, ce jeune citoyen arabe israélien et musulman, s'exposer serait contre-productif, voire préjudiciable à son projet. À partir du moment où tu gardes ton identité secrète, ça te permet un plus grand champ d'action. Ça a un effet plus sérieux quand les gens ne savent pas à qui ils s'adressent. De cette manière, on ne peut pas me cataloguer. Je ne travaille pour personne, pour aucune association, aucun parti politique. C'est moi, et moi seul. Je n'agis pour le compte de personne. Il y a un an, lorsqu'un parti arabe israélien lance une campagne sur Facebook contre la conscription des citoyens arabes, M décide de réagir. À son tour, cet ancien soldat de Tzahal crée une page Facebook, une page en langue arabe qui s'intitule « Tzahal, le vaut bien ». Je peux comprendre que ces partis politiques soient contre le fait que les Arabes israéliens effectuent leur service militaire. Mais ce qui n'est pas juste, c'est la manière affreuse dont ils décrivent Tzahal. Dire que Tzahal fait de l'épuration ethnique et commet des crimes de guerre, alors qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils n'ont jamais fait l'armée. C'est là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose contre tous ces mensonges et révéler la vérité aux Arabes israéliens. Mais très vite, les réactions dépassent les frontières du pays. Sa page se retrouve inondée de messages de jeunes arabes du monde entier, des messages de sympathie à l'égard d'Israël, du peuple israélien et de son armée. Dans tout le Moyen-Orient, j'ai des personnes qui me suivent et qui m'envoient des messages de soutien, d'amour et de paix.
Ce n'est pas à moi d'ailleurs qu'il s'adresse, mais à l'État d'Israël, au peuple, à Tsahal, et c'est ça le plus important. Ils me demandent de publier leurs messages, leurs photos ou leurs vidéos. Des publications comme celle de cette jeune saoudienne de Jeddah qui s'est filmée dans les rues de la capitale pour dire tout son amour à Israël. Ou celle de ce jeune Irakien sur les bords de l'Euphrate qui va même jusqu'à s'exprimer en hébreu. J'espère que cela pourra faire changer les choses. Je crois qu'en fin de compte, il y a de l'espoir. On a vu que grâce aux réseaux sociaux, les choses pouvaient changer. Cela s'est vérifié avec le printemps arabe. Avec l'aide d'un simple statut ou d'un poste, s'est créée une vague de révolution dans les pays arabes, dont on ne connaît toujours pas la fin. Alors oui, le changement est possible grâce aux réseaux sociaux. Et nous, avec ce projet, nous en sommes qu'au début. Et si Dieu le veut, nous arriverons loin. Phénomène marginal ou pas, une chose est sûre, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, le projet de M nous prouve qu'aucun dirigeant, ni même un dictateur, ne peut rendre imperméables ses frontières dès lors qu'elles ont été franchies. Alors on va maintenant revenir sur ce qui a été une sorte de polémique du matin qu'on a tenté d'éteindre. C'est peut-être même la première mesure décidée par le gouvernement israélien qui a provoqué une sorte de couac. C'est le ministre de la Défense qui a annoncé aujourd'hui l'entrée en vigueur d'une mesure controversée. L'obligation pour les travailleurs palestiniens venus de Cisjordanie travailler en Israël de voyager pour rentrer chez eux le soir dans des bus séparés des habitants juifs des implantations de Cisjordanie. Cette mesure qui est dénoncée par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a été immédiatement aussi annulée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais elle n'est pas pour autant enterrée. C'est en tout cas ce que laisse entendre le ministre de la Défense. On va parler de tout cela avec vous. Nissim Zvili, bonsoir. Bonsoir. Ancien député pour le Parti travailliste. Bonsoir à vous, Boaz Bismuth. Vous êtes éditorialiste au quotidien Israël Hayom. Alors on verra dans un instant le reportage qu'a réalisé d'ailleurs sur place tout à l'heure Léa Berdugo. Mais d'abord, votre avis, est-ce qu'il n'y a pas un couac, Boaz Bismuth, quand même là, qu'on aurait pu s'épargner en plus le jour où Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, est en Israël? Oui, bon, il faut savoir que ça n'était pas... Vous savez, Israël n'a pas de politique par rapport aux visites des Européens, mais il faut savoir une chose. D'abord, on va être d'accord avec Nissim Zvili, je pense que tous les deux, il y a une chose dans laquelle, après on va peut-être débattre sur certains points, mais une chose on est d'accord, c'est pas très élégant. C'est pas très élégant, il est évident qu'on ne peut pas d'un côté dire que... C'est pas intelligent, c'est pas élégant. Après vous allez expliquer pourquoi c'est pas intelligent, et moi je vais dire pourquoi c'est élégant, mais il y a une certaine logique dans ça. Et justement, et tant mieux, ça veut dire qu'il y aura un débat. Et je vais vous expliquer. C'est pas élégant dans le sens où on ne peut pas d'un côté dire au monde, ou nous dire à nous-mêmes, surtout un gouvernement de droite, que Judée-Samarie fait partie intégrale d'Israël, peut-être pas juridiquement, mais déjà dans le cœur et le but dans l'avenir. Et d'un autre côté, bien sûr, faire en sorte qu'il y ait un bus pour les Juifs et un bus pour les Arabes, bien que, même si, et ça on expliquera un peu plus tard, ça ne tombe pas du ciel. Et je ne veux pas entendre encore une fois parler d'Israël État apartheid, parce qu'on est en ce moment ici à Jaffa, prenons un bus ici à Jaffa et dites-moi si les Arabes sont d'un côté et les Juifs de l'autre. Il y a aussi des raisons sécuritaires, vous le savez mieux que moi. Ouais. Mais ce n'est pas en Israël qu'on parle d'apartheid, c'est à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas mauvais justement pour l'image d'Israël? En plus, le jour où on le disait, il y a cette visite. Le problème, ce n'est pas seulement l'image d'Israël, ok? Pour moi, c'est qu'on est en train de s'éloigner de plus en plus des valeurs de base de la société israélienne et de la création de l'État d'Israël pour essayer de protéger une certaine minorité qui habite dans les territoires et qui s'appelle colons. Ce qui me dérange énormément dans ce qui s'est passé aujourd'hui, je dirais ces trois éléments. D'abord, l'aveuglement politique, mais c'est complètement stupide. C'est incroyable qu'aujourd'hui, on prend ce genre de décision quand on est au centre d'une tempête politique un peu partout le monde. Ça veut dire qu'on ne prend pas en considération notre isolement, on ne prend rien. Nous, c'est notre... Deuxièmement, au niveau sécuritaire, vous savez que toutes les 40 000 Palestiniens qui passent les frontières chaque jour pour travailler en Israël ont le permis du Shabak. Ça veut dire qu'ils ont été déjà triés par le Shabak. Ça veut dire, comment ça se fait qu'on demande à ceux qui ont été triés par le Shabak, qui ont leur permis de travailler en Israël, de prendre des bus différents quand ils reviennent chez eux. Et le troisième élément, qui est peut-être le plus inquiétant, c'est de voir la coordination dans ce gouvernement. Le Premier ministre ne le savait pas, le président de l'État ne le savait pas, il ne devait pas le savoir, ok, c'est une décision politique. Le ministre de la Défense prend ses décisions sans dire à personne, il met le Premier ministre et le président de l'État d'Israël dans une situation très délicate
parce que si on veut ou si on ne veut pas, c'est perçu dans la communauté internationale comme un acte de racisme pur et dur. Ouais. C'est ça le problème. C'est vrai que ça paraît étonnant quand même qu'il y a Allon qui est un proche de Netanyahou et puis prendre cette décision. Ministre de la Défense. Ouais. Oui, d'abord, alors, la décision, c'est pas un nouveau gouvernement qui a un jour, 2 jours, et puis il a pris cette décision. C'est quand même quelque chose qui était en gestation déjà depuis 2 ans, vous le savez très bien. En plus, c'était une expérience ou un projet pilote, et là, il a été mis en œuvre, et très très vite, bon, il a été bien sûr retardé, pas enterré, comme vous avez très bien dit. Mais je devrais dire à l'ambassadeur Zvili une chose, à mon ami Nissim plutôt, quelque chose qui est très important. C'est peut-être pour ça que je le fais. C'est peut-être pour ça, monsieur l'ambassadeur Boaz. Je vais dire la chose suivante, c'est que c'est vrai, il y a nos valeurs et je suis entièrement d'accord avec vous. Et peut-être, pas peut-être, sûrement, c'est en contradiction avec nos valeurs, évidemment. Sauf que nous avons encore une valeur. Et cette valeur s'appelle aussi la sécurité des citoyens israéliens, y compris cette minorité dont vous parlez, quelques dizaines, presque 200 000, je ne pensais pas quand même 2-3 personnes. Non, vous avez dit la minorité qui habite là-bas. Donc quand même, c'est une minorité importante. Et même s'il y avait mon gouvernement est censé, bien sûr, notre gouvernement, les protéger. Ce n'est pas une question de minorité ou majorité, parce que quand il s'agit d'Arabes, on ne va pas parler de minorité, on parle de citoyens arabes israéliens ou israéliens arabes. Très bien. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tous les deux, messieurs, comme moi, bien sûr, il vous arrive parfois de prendre l'avion. Je ne vous ai jamais vu faire ici un débat choqué, bien sûr, bouleversé, parce que quand on rentre bien sûr, à l'aéroport Ben Gurion, plusieurs fois, vous voyez des Arabes israéliens, et puis y compris ceux qui habitent ici à Jaffa, un peu arrêter le taxi, on les fouille un peu plus. Vous voyez un peu une fouille beaucoup plus aggravée, que bien sûr aussi, moi, me gêne personnellement, parce que bien sûr, je suis israélien, et c'est à l'encontre de mes valeurs, et parfois, ça peut aussi être certains de mes amis avec qui j'étais ici à l'école, pas très loin, au Collège des Frères. Et pourquoi? C'est pas parce que c'est apartheid, c'est parce qu'une sécurité. Lorsque je vais à Charles de Gaulle et je prends le vol d'El Al pour venir à Tel Aviv, et bien sûr on me met comme ça au fin fond du terminal, comme ça avec les gendarmes autour de moi. C'est pas apartheid, c'est pas parce que je suis juif ou je vole à Tel Aviv qu'on va me mettre à l'écart. C'est pour des raisons sécuritaires. Donc c'est pas des raisons d'apartheid. Non, pour le monde. Il faut savoir une chose. Pas plus tard que ce matin, il y avait une voiture bélier, n'est-ce pas? Vous avez, je suppose, reporté sur ça. Il y avait, et c'est pas le premier, il y a 1 semaine, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, depuis 2014, il y a un regain des attentats en Israël. Et par ailleurs, celui à Tel Aviv, près de l'immeuble de Ma'ariv, c'était un arabe qui est arrivé de l'autorité, un jeune de l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que c'est pas une mesure qui vient alors que tout le monde est sympathique, on vient ici pour le festival et on vient tous manger des pitotes ensemble. Non, il y a une raison pour cela. Encore une fois, je répète, ce n'est pas élégant. J'aurais préféré une situation dans laquelle on ne serait pas là. J'aurais préféré autre chose. Et très franchement, comme je l'ai dit aujourd'hui à la radio israélienne à midi, moi je pense que justement, comme je ne suis pas détaché du monde et comme je sais très bien que pour un citoyen israélien qui habite à Tel Aviv, à Haïfa, à Guédera, il comprend ce que je dis maintenant pour les mesures sécuritaires. Mais si j'habite à Cholet, à Nantes, à Beauvais ou à Rouen, bien sûr que lorsque j'entends ça, Israël, pour moi, c'est l'Afrique du Sud, c'est apartheid. Et donc, il faut bien sûr, dans une situation et dans un contexte, comme Nissim l'a dit très bien, il faut trouver peut-être quelque chose de différent. Vous savez, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ce gouvernement a été démocratiquement élu et a décidé de ses priorités. On voit ces priorités dans le cadre de la plateforme politique de ce gouvernement et on voit les priorités par les engagements pris par le Premier ministre vis-à-vis des partenaires dans sa coalition de ce qui va se passer dans le futur. Et les priorités, c'est quoi? Les priorités, c'est les colons, les priorités, c'est les religieux, les priorités, c'est les ultra-orthodoxes. Ce n'est pas les faibles, ce n'est pas les villes de développement, ce n'est pas l'emploi. Les priorités de ce gouvernement, quand on voit où il y a eu l'allocation de 7 milliards de shekels, ce sont sur ces 3 éléments dans la société israélienne, et c'est moi qui paye, c'est la middle class israélienne qui paye. Ça veut dire que moi, ça ne me surprend pas. Étant donné que je suis contre, vous le savez, la création d'un gouvernement d'union nationale, c'est la première fois qu'il y a un gouvernement de droite, d'extrême droite, religieux, ultra-orthodoxe, qui représente la volonté du peuple. Le peuple, c'est exactement ce genre de gouvernement que la majorité du peuple a voulu quand il a voté dans les dernières élections. Et cette décision d'aujourd'hui, c'est le premier élément qui prouve quelles vont être les priorités de ce gouvernement. Et moi, je vous dis, je suis heureux qu'il y ait un gouvernement clair, homogène, qui peut prendre des décisions et qui ne va pas se couvrir après des feuilles de Lapid ou bien du parti de Bougie Herzog ou bien de Tzipi Livni. C'est ça politique. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort,
Peut-être c'est moi qui a tort et que je vis je suis complètement naïf et que c'est la droite qui a raison, qu'il y a une seule voix dans le sionisme. Moi, je crois qu'il faut présenter au peuple 2 voix dans le sionisme, 2 voix dans l'avenir de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, c'est une voix qui a pris la responsabilité de gérer l'État d'Israël. Alors vous allez répondre dans un instant, Boris Bismuth. Je voudrais qu'on voit justement concrètement ce qu'était la situation justement dans ces fameuses lignes de bus que donc le ministre de la Défense souhaitait séparer donc entre les travailleurs palestiniens et les habitants israéliens des implantations. Le reportage avec Léa Berdugo. La mesure n'aura pas fait long feu. À peine entrée en vigueur, Benyamin Netanyahou a ordonné la suspension de l'interdiction pour les Palestiniens travaillant en Israël d'emprunter les mêmes bus que les Israéliens pour rentrer chez eux. À l'origine de cette disposition, le ministre de la Défense Moshe Ya'alon, qui avait déjà mis l'idée sur la table à plusieurs reprises. Et même après l'annonce de la suspension par le Premier ministre, Moshe Ya'alon persiste et signe. Il souhaite présenter un nouveau plan de ségrégation entre Israéliens et Palestiniens. Tout État qui se respecte est en droit, en particulier dans la situation sécuritaire sensible dans laquelle nous nous trouvons, de contrôler ceux qui entrent et ceux qui sortent du pays. Voilà ce qu'il en est, et rien d'autre. Cette mesure était réclamée par de nombreux partis ultranationalistes. Ils se justifiaient par la volonté d'acquérir une meilleure surveillance des Palestiniens et éviter des agressions sexuelles supposées sur des femmes juives israéliennes. Mais cette volonté de séparation a été vivement décriée, à droite comme à gauche en Israël. Et sans surprise, elle est extrêmement mal perçue par les Palestiniens. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire de séparation. C'est comme pour les Noirs et les Blancs aux États-Unis à l'époque. Nous avons travaillé toute notre vie en Israël. Eux viennent ici, nous allons là-bas. C'est difficile pour les ouvriers. Ils nous haïssent, vous comprenez ? Quand elle est montée dans le bus, cette femme a commencé à crier sur le chauffeur. Elle lui a dit « Vous n'avez pas peur qu'il vous poignarde dans le dos ? Si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à prendre un taxi. » Certains Israéliens se disent en faveur de cette mesure, non pas pour des raisons sécuritaires, mais pour des raisons pratiques. Je reconnais qu'il y a un peu de racisme ici, mais la logique, c'est que les résidents juifs d'Ariel auront une place où s'asseoir quand ils rentrent du travail et qu'ils montent dans l'autobus à Tel Aviv ou Ramat Gan. À l'heure actuelle, à Tel Aviv et Ramat Gan, il n'y a déjà plus de sièges disponibles. Comme vous pouvez le voir derrière moi, de nombreux Palestiniens travaillant en Israël empruntent des lignes israéliennes pour rentrer chez eux. Si cette mesure, officiellement justifiée par des raisons sécuritaires, avait été appliquée, eh bien ces travailleurs auraient dû emprunter des bus séparés, réservés uniquement aux Palestiniens, les faisant emprunter un point de passage et rallongeant de fait leur trajet. Alors voilà pour la situation concrètement. Boris Bismuth, on a dit qu'il y avait une justification aussi pour la sécurité des femmes, parce qu'on craignait, c'est une des justifications de cette mesure, c'était les agressions sexuelles. Est-ce qu'il y a des chiffres d'ailleurs qui existent? Moi, je ne connais pas les chiffres et tout ce qui concerne. J'ai entendu et pas, ne vous attendez pas à ce que je défende compte tenu que des agressions contre les femmes, ou justement, alors demain aussi, dire aux personnes, compte tenu du fait qu'il y a récemment, on a vu beaucoup de viols dans un certain pays asiatique, que les Israéliens, que j'évoque même pas, que les Israéliens aiment bien aller là-bas, alors n'allez pas là-bas. Non, je ne vais pas rentrer dans ce truc. Moi, je vais seulement parler encore et encore du domaine sécuritaire, mais j'aimerais bien répondre à Nissim. D'abord, il faut mentionner qu'il n'y a jamais eu un attentat dans un bus dans lequel il y avait des Palestiniens et des Arabes et donc, il faut attendre le premier. Et des Juifs. Dans tout ce qui s'est passé pendant 20 ans, il n'y a pas eu d'attentat contre les Juifs par des Palestiniens dans les bus. Il y a eu partout, mais jamais eu dans un bus. Ça veut dire que d'utiliser la raison de la sécurité... Alors, je vais vous répondre. Il y a eu des abords. Ce matin, il y a eu un attentat, on est d'accord? Pas dans un bus. Non, mais il y a eu un attentat ce matin. Pas dans un bus où il y avait des Juifs et des Arabes. Il y a eu un attentat ce matin. Pas dans un bus où il y avait des... Il y a eu des attentats dans des bus. Non, quand même. Parce que vous montrez une situation idyllique. Non, comme si... il n'y a pas eu. Il y a aussi ce qu'on appelle la prévention. Alors, pour le gouvernement, je veux dire quelque chose. Bien sûr, Nissim Svid, il faut se souvenir très bien, était quand même, avant d'être ambassadeur à Paris, faisait partie du parti travailliste. Il est évident que ce n'est pas ses amis qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il est évident aussi que lui, comme ses amis, étaient sûrs pratiquement qu'ils allaient reprendre, former le nouveau gouvernement. Bon, pas du tout. Pas du tout, vous pouvez... Il est évident aussi. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. On ne peut pas gagner ces élections. J'ai quelque chose à vous dire. En démocratie, sauf jusque nouvel ordre, c'est les gagnants qui forment un gouvernement, pas les perdants. Je respecte. Et donc, en démocratie, et par ailleurs, les accords d'Oslo que vous aimez tellement bien, une voix avait suffi. Alors là, on respectait une voix. Mais je respecte la démocratie. Très bien. La démocratie a fait en sorte. Maintenant, c'est le gouvernement qui va mener sa politique. Vous le respectez très bien. Maintenant, il faut aussi dire aujourd'hui que le Premier ministre Netanyahou, lorsqu'il a rencontré la ministre
des Affaires étrangères de l'Union européenne, a bien parlé encore une fois de du fait qu'il était toujours pour 2 États pour 2 nations. Sauf qu'il y a aussi une réalité. Non, ça vous fait rire, mais il y a aussi une réalité. Il a dit une semaine avant les élections, il a dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien tant que je suis Premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, je vais vous répondre très bien. Je vais vous répondre très bien. Il y a juste une chose à savoir. Il y avait une campagne électorale. Il y a aussi une réalité. Et par ailleurs, si votre champion, lors de cette campagne, a fait la campagne qu'il a fait, et celui du Likoud a fait l'autre, c'est peut-être pour ça qu'il a gagné. Mais quand même, il y a... Non, pas que ce qui explique. Ce qui explique, c'est une réalité sur le terrain. Vous savez mieux que moi que vous savez quoi? Allez, je vous laisse former le gouvernement. Faites-moi la paix, monsieur. Vous aviez Ehud Barak. J'ai vu la paix que vous avez amenée. On a eu Ehud Olmert. On a vu la paix qu'il y avait. Donc accuser ce gouvernement, c'est la chose la plus facile au monde. Vous étiez au pouvoir pendant tellement d'années. Je n'ai pas vu la paix que vous avez signée. Le plus facile, c'est d'accuser ce gouvernement. Ce gouvernement a une priorité. Je termine. Sa priorité, c'est la sécurité. Et il le dit. Et c'est pour ça que les Israéliens ont voté pour. C'est tout. Depuis 1977, la gauche était au pouvoir 4 ans. Et pourquoi? 4 ans. Et qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire que la droite est au pouvoir depuis 1977. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop apprécié. Mais on accuse toujours la gauche. Ça veut dire que la gauche doit être plus modeste en Israël. Oui, beaucoup plus. Moi, je suis très modeste. Merci Nissim Zvili, merci à vous Boaz Bismuth. On va maintenant évoquer le dossier des migrants, car il n'y a pas que l'Europe qui soit concernée, l'Asie également, avec des milliers de réfugiés qui se trouvent actuellement sur des bateaux à la dérive en provenance de Birmanie ou du Bangladesh. La Malaisie et l'Indonésie ont accepté aujourd'hui de ne plus refouler systématiquement ces migrants. Myriam Aman. Ce sont 426 personnes que les pêcheurs indonésiens ont secourues ce mercredi matin. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont épuisés dans un état de déshydratation avancée. Ils sont restés en mer pendant des jours sur une embarcation à la dérive et pour survivre, ils n'avaient que très peu d'eau et pas de nourriture. Ces migrants, comme 3000 autres ces derniers jours, ont été ramenés sur les côtes indonésiennes. Selon les associations humanitaires, il y aurait encore des milliers de migrants en perdition dans les mers asiatiques. Pour tenter de faire face à cette crise humanitaire, les ministres des Affaires étrangères thaïlandais, indonésiens et malaisiens se sont retrouvés aujourd'hui. La Malaisie et l'Indonésie se sont déclarées prêtes à accueillir temporairement les migrants. L'Indonésie et la Malaisie ont accepté de continuer à fournir une aide humanitaire aux 7000 migrants toujours en mer. Nous avons aussi accepté de leur offrir des refuges temporaires à condition que le processus de rapatriement soit fait dans 1 an par la communauté internationale. La grande absente de cette réunion, la Birmanie, d'où sont originaires la majorité des migrants. Mais sous la pression des autres pays de la région, elle commence à adopter une attitude plus flexible. Les autorités birmanes ont indiqué ce mercredi qu'elles étaient prêtes à porter assistance aux migrants qui se trouvent toujours en mer. Le basket à présent avec aux États-Unis l'heure des finales de conférence. En clair, il s'agit des demi-finales de la NBA avec 2 affiches d'ailleurs très inattendues, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest. Présentation Lise Barenbaum. Les finales de conférence 2015 sont connues et inattendues. Golden State Houston à l'ouest et Atlanta Cleveland à l'est. Des clubs qui n'ont pas atteint ce niveau depuis des années et qui signent tous une saison exceptionnelle. Pour cette dernière étape avant la grande finale de NBA, les 4 équipes ne pèsent que 4 titres NBA. Mais ce carré final réunit les 4 meilleures équipes de la saison régulière, les 3 meilleurs joueurs, Stephen Curry, James Harden et LeBron James, et 4 entraîneurs de renom. Hier soir, Golden State a débuté la finale de la conférence Ouest par un succès 110-106 face à Houston, notamment grâce à son meneur de jeu Stephen Curry, élu MVP de la saison 2014-2015. Il a dû répondre aux attaques de la star des Rockets, James Harden, qui a lui terminé second de la consultation pour le trophée de meilleur joueur de la saison. C'est la 5e victoire de Golden State sur Houston en 5 matchs cette année. C'est un environnement très compétitif. Bien sûr, on ne se surveille pas tout le temps, ça deviendrait trop agaçant sinon. Ce soir, je voulais juste gagner parce que je sais à quel point c'est un joueur exceptionnel et que ça représente vraiment beaucoup de battre une équipe comme Houston avec un meneur tel que James. À l'Est, il y aura le collectif d'Atlanta, solidaire en défense et sans joueurs à l'ego surdimensionné, le tout orchestré par l'entraîneur Mike Budenholzer. Cleveland arrive bien sûr avec son patron, le grand LeBron James. Le retour de King James dans l'Ohio n'a pas déçu.
Les Cavaliers retrouvent la finale de conférence après 6 ans d'absence. Le double champion NBA et quadruple MVP dispute sa 5e finale de conférence consécutive. Avec la fin de saison prématurée de Kevin Love et les pépins physiques de Kyrie Irving, Cleveland a la pression. J'essaye juste de guider ces joueurs, j'essaye de leur montrer le droit chemin, mais c'est à eux de prendre les décisions. Ils sont à l'écoute, j'exige l'excellence pour eux et pour moi aussi. Je veux juste qu'ils soient bons. Ces jeunes ont beaucoup de potentiel, je leur en demande beaucoup, mais ils en sont capables. Ça fait partie de mon rôle de leader. L'entraîneur de Cleveland, David Blatt, arrivé l'été dernier après avoir fait toute sa carrière en Europe et notamment au Maccabi Tel Aviv, a pris des décisions contestables cette année, mais compte sur son effectif pour triompher ce soir. J'ai de la chance d'avoir cette équipe cette année. Nous avons reçu beaucoup de soutien par rapport à nos décisions. Ça nous a aidés à devenir plus compétitifs. C'est génial de relever un défi pareil avec ce genre de joueurs. Allez, on va se retrouver dans un instant, juste après un nouveau point sur l'actualité présenté par Daniel Atlan. On ira sur la Croisette à Cannes, la Croisette qui se met ce soir à l'heure italienne, comme aux plus belles années de la Dolce Vita. Et puis on parlera également automobile avec la présentation d'une voiture par Renault pour moins de 5 000 €. Elle est produite en Inde mais pourrait inonder le marché mondial en cas de succès. À tout à l'heure. Alors on va prendre des nouvelles du cinéma, du Festival de Cannes sur la Croisette. Laetitia Loreni, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler ce soir de cinéma italien, mais d'abord vous allez nous donner des nouvelles du thermomètre de la Croisette, car on va avoir très chaud ce soir. Effectivement, Jean-Charles, une soirée très sexy à Cannes avec d'abord, comme vous le disiez, du cinéma italien, la projection du dernier film italien de la sélection officielle, La jeunesse de Paolo Sorrentino. Did you take a piss today? 4 drops. You? The same. More or less. More or less? Less. Gosh, you guys have got a strange friendship. Strange? The good friendship, you only tell each other the good thing. Mummy would explain to us. Quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight. Et avant la montée des marches de ce film de Paolo Sorrentino, eh bien, la projection presse a offert les premiers avis et le film a beaucoup divisé visiblement. Le LA Times, par exemple, est très enthousiaste. Ils écrivent que c'est un film gagnant sur toute la ligne, drôle, philosophique et émouvant, alors que le Guardian britannique, lui, y voit un divertissement mineur, mais la majorité y voit tout de même de fortes chances d'obtention de prix. On présagerait même la Palme d'Or. En conférence de presse, le réalisateur a expliqué le titre du film, La jeunesse. Pourquoi ce titre si paradoxal, puisque c'est comme l'histoire d'octogénaires dans une maison de repos. Alors il a répondu que quel que soit l'âge qu'on a, on peut regarder vers l'avenir et c'est la condition pour rester jeune. L'avenir nous donne de la liberté et la liberté nous donne un sentiment de jeunesse. Et lorsqu'on a évoqué un prix d'interprétation masculine aux acteurs, Michael Caine, l'acteur principal aux côtés de Harvey Keitel, qui n'était d'ailleurs pas lui venu à Cannes depuis près d'un demi-siècle, Jean-Charles a plaisanté en disant que la distribution était brillante et que si l'un doit être récompensé, il fallait qu'ils le soient tous. Alors, tout cela nous amène à dire qu'il y a une très forte représentation italienne cette année à Cannes. Effectivement, c'est un cinéma très riche et très divers qui, pour conquérir un large public, s'imite à la langue de Shakespeare. L'Italie nous a offert 3 films en compétition officielle cette année. Il Racconto dei Racconti, excusez mon accent, Jean-Charles, je sais que vous parlez italien. C'est donc le conte des contes de Matteo Garonne, Mia Madre de Nanni Moretti et La jeunesse de Sorrentino. 3 réalisateurs qui pour mieux impressionner le jury, visiblement, qui sont bien décidés à jouer en équipe, ont posé ensemble dans la presse, bras dessus, bras dessous, et se sont dit fiers et heureux de représenter l'Italie. Il faudrait remonter à 94 tout de même pour pouvoir applaudir une pareille triplette à Cannes.
Alors, on se rappelle évidemment de l'âge d'or du cinéma italien. Est-ce que justement cette renaissance tant espérée est là cette année? Alors, ce débarquement transalpin à Cannes ne relève pas de la génération spontanée. Il y a quand même une longue traversée du désert, dont Nanni Moretti d'ailleurs, qui est présent cette année, était un des rares points d'eau. Le cinéma italien retrouve des couleurs, c'est sûr. On ne peut que relever son retour en force dans les festivals et les palmarès internationaux depuis plusieurs années. Quelques exemples: le prix spécial du jury pour Gomorrah en 2009, l'Ours d'or du Festival de Berlin en 2012 pour César doit mourir des frères Taviani, l'Oscar du meilleur film étranger pour La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino en 2014, Grand Prix du jury à Cannes pour Les Merveilles d'Alice Rohrwacher la même année. Ils ont été, eux, en tout cas, les signes avant-coureurs de cette renaissance italienne dont vous parlez. Alors, il y a une autre projection qui est très attendue ce soir, c'est Gaspard Noé qui risque, lui, là, carrément de faire exploser le thermomètre. Ah bah ça, c'est l'événement du festival. Que serait le Festival de Cannes sans son petit scandale? Le film de Gaspard Noé va définitivement mettre le feu à la croisette et surtout créer un doux et soft scandale à Cannes. Love de Gaspard Noé, c'est son nouveau film qui est présenté hors compétition en séance de minuit pour les connaisseurs et qui se présente comme un mélodrame sexuel, attention, qui parle d'un garçon et d'une fille et d'une autre fille. Alors, je ne vais pas vous montrer toute la séquence tout de même, afin que vous puissiez retourner à des sujets un petit peu plus sérieux derrière, mais quand même, je vous propose de regarder un petit extrait. How old are you? 17. 17, yes. Like, soon. I fucking love Europe. Voilà, donc jusque-là c'est très soft. Après, peut-être que ça se gâte un peu. Les affiches du film sont quand même un tout petit peu moins soft et j'ai pas pu les montrer à l'antenne ce soir. Voilà, donc peut-être le film Scandale de cette quinzaine cannoise de ce festival de Cannes. Merci Laetitia Lorigny. On approche maintenant du dénouement puisque ce sera le week-end prochain. Oui, dimanche. Palme d'Or, voilà, exactement. Merci à vous Laetitia. On va enchaîner avec l'automobile, avec une voiture proposée à moins de 5 000 €. Mais qui procure aussi, peut-être comme le film d'ailleurs, un certain plaisir. C'est le pari tenté par le constructeur français Renault avec la Kwid, ce nouveau véhicule destiné avant tout au marché indien où il est produit, mais peut-être plus si affinité. David Klezewski. Dans quelques instants, ces danseurs vont laisser place à l'une des voitures les moins chères au monde. 4 200 € seulement. Mais pour la conduire, il va falloir aligner des roupies, monnaie locale indienne. Mini prix pour Maxi Continent. C'est en Inde que la nouvelle Renault sera commercialisée. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le marché indien et sur les marchés qui entourent l'Inde. Et à partir du moment où, ce que nous pensons, la compétitivité de cette voiture est démontrée sur un marché aussi compétitif qu'en Inde, vous pouvez vous attendre à ce que Kwid se développe sur d'autres pays émergents. Moins de 5 000 €, mais alors quid de ses performances? Malgré son prix, le véhicule sera mieux équipé que les ultra low cost comme la petite Nano, qui n'avait pas réussi à séduire. Le constructeur Tata vient d'ailleurs de lancer une nouvelle gamme à un prix plus élevé. Renault développe aussi un réseau de concessionnaires en Inde dont la taille pourrait doubler d'ici fin 2016. L'objectif est de conquérir 5% du marché automobile indien dominé par Suzuki, Maruti et Hyundai pour les véhicules compacts. Avec Kwid, le constructeur français n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est déjà Renault qui avait lancé la tendance il y a 11 ans. La Dacia Logan était la première voiture low cost commercialisée. Alors, s'agit-il d'un nouveau concept justement? Est-ce que c'est une révolution dans le monde de l'automobile? On est en ligne avec Bernard Julien, qui est économiste et qui dirige le réseau international de recherche sur l'industrie automobile. Bonsoir. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette nouvelle voiture produite en Inde? C'est une nouvelle demande aujourd'hui? C'est pour un grand constructeur comme Renault, et en l'occurrence Renault-Nissan, la conviction que certains cherchent à monter en gamme, ils cherchent à descendre en gamme parce que les émergents, il faut les attaquer par la base, et que sur un marché comme le marché indien, le cœur de la demande est en dessous de 7 000 €, et que pour ça, il faut être capable de proposer des produits qui ne soient pas des simples ressucés de vieux produits qu'on allégerait pour les marchés émergents, mais qui soient des vrais produits dédiés à ces marchés-là. Et c'est ça le fond de la démarche. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, les grands constructeurs automobiles classiques, comme Renault, mais les autres ont plutôt évité ce type de segment parce que c'était un risque quand même important.
Oui, parce qu'au fond, si vous voulez, la technicité de l'industrie automobile, elle s'est développée en allant chercher le haut de gamme plutôt. Hein. Donc c'est typiquement le modèle allemand. Et puis là, on s'aperçoit que si on veut être en phase avec ces marchés-là, il faut repartir d'une page blanche et se demander ce que peut être une automobile et comment est-ce qu'on peut mettre l'ensemble des compétences, l'ensemble du génie d'une entreprise comme Renault au service non pas de véhicules à 70 000 euros, mais de véhicules à 4 000 euros, et c'est au moins aussi compliqué finalement. Alors ce qui est compliqué justement, c'est d'y trouver quand même pour l'acheteur quand même un certain attrait. Quel plaisir on trouve justement, à part le prix évidemment, mais c'est important, à acheter une voiture de ce type-là? Je pense que si on raisonne à partir de ce qu'on peut connaître sur les marchés mûrs, c'est tout simplement le fait de retrouver pour des clientèles à budget limité un accès à la voiture neuve, hein, parce que le cœur de la demande aujourd'hui sur les marchés mûrs se porte par nécessité sur le marché des véhicules d'occasion. Donc c'est ça que Renault avait découvert avec la Logan, c'est ça que peut-être ils ont en tête au-delà des marchés émergents avec un produit de cette nature-là. Hein. Il y a une demande très, très importante qui n'est pas satisfaite aujourd'hui par l'offre de véhicules neufs. C'est le cas dans les émergents, c'est le cas aussi sur les marchés mûrs, et par conséquent, travailler dans cette direction-là, c'est travailler un peu plus seul que quand on travaille à monter en gamme sur des marchés qui sont très prometteurs. Est-ce que ça veut dire que cette voiture, vous lui prédisez un avenir qui peut être justement mondial, au-delà du continent asiatique pour lequel pour l'instant elle semble dédiée? Si Renault, et en l'occurrence Renault-Nissan, développe à la fois une nouvelle plateforme, une nouvelle motorisation, une nouvelle boîte de vitesse, c'est que l'ambition va bien au-delà de ce marché-là et probablement de ce modèle-là. Hein. Donc c'est un petit peu ce qui permet d'interpréter le fait que Ghosn ait été présent et présenté finalement ce modèle-là comme étant destiné d'abord à l'Inde, d'abord à réussir en Inde, mais aussi comme étant porteur d'ambition de l'Alliance, bien au-delà de l'Inde et bien au-delà de ce modèle-là sans doute. On a financé une plateforme, on a financé une nouvelle motorisation, on a financé une nouvelle boîte de vitesse. Évidemment, tout cela ne se justifierait pas s'il y avait un seul marché et un seul modèle. Merci beaucoup Bernard Julien. Je rappelle donc que vous êtes économiste et que vous dirigez le réseau international de recherche sur l'industrie automobile en France, avec donc le lancement de cette nouvelle Renault Kwid en Inde aujourd'hui. On évoque à présent un concept de festival qui est devenu une sorte de révolution culturelle. En tout cas, cela fait polémique. Ça s'appelle Burning Man. C'est un concept qui vient des États-Unis et qui connaît un succès grandissant à travers le monde. L'un des Burning Man va se tenir justement ces jours-ci en Israël, malgré les réticences très fortes de la police qui a même songé un instant à l'interdire. Alors en quoi cela consiste-t-il? Eh bien voici le reportage réalisé par Shahar Peled, Benjamin Le Suef et Julia Ganancia. Le désert du Negev dans le sud d'Israël. Une longue route poussiéreuse qui ne mène presque nulle part, mais c'est ici qu'une ville éphémère émerge pour 5 jours seulement. Enseignants, médecins, avocats et ouvriers, familles nombreuses et esprits libres en quête de sérénité, tous sont les bienvenus dans ce festival Midburn, la version israélienne du phénomène Burning Man. J'avais entendu parler de Burning Man et de la scène artistique et créative qu'on y trouve, les fêtes, les art cars, etc. Je me suis dit que ça serait sympa, que je pourrais construire quelque chose et faire partie de cet univers. Depuis près de 30 ans, Burning Man est l'événement annuel incontournable. Le temps d'une semaine, des dizaines de milliers de burners se réunissent dans le désert du Nevada. Ensemble, ils construisent une ville éphémère, délirante, mais d'une efficacité exemplaire. Au fil des ans, le phénomène s'est étendu à travers le monde. Du Japon à l'Afrique, les participants partagent leur art en communauté, le tout régi par 10 principes fondamentaux. Burning Man est une culture et une culture mondiale. Midburn en Israël est le deuxième plus grand événement du genre au monde. Le premier étant Africa Burn.
Mais je pense que c'est différent car notre mentalité n'est pas la même qu'ailleurs. Et c'est ça qui rend le Festival d'Israël si unique. Mais la route aura été longue. La première édition a eu lieu en 2014. Cette année, le nombre de participants a doublé, dépassant les 6000 festivaliers. De quoi susciter l'inquiétude de la police qui craint également l'usage de drogue et la nudité, souvent associés au phénomène Burning Man. La police a d'autres standards de sécurité et voit les choses différemment. Mais Midburn est basé sur les principes de Burning Man. Les organisateurs ont travaillé dur pour s'assurer que tout se déroule correctement. À quelques jours de l'ouverture, les participants n'étaient toujours pas certains que le festival aurait lieu. Mais une fois les problèmes réglés, le festival peut enfin démarrer. La ville s'éveille avec en son cœur le temple. Il y a deux centres. L'un des deux, c'est l'homme. L'autre, c'est le temple. Le temple, c'est un lieu calme où les gens viennent s'asseoir tranquillement pour méditer, se recueillir ou prier. Pour clore le festival, les participants brûlent l'homme ou dans ce cas-là, Adam et Ève avant de disparaître sans laisser de traces. D'ici là, ils pourront partager leur créativité, leur art visionnaire et leur expression de soi radicale. Voilà, Burning Man, pour ne pas laisser de traces derrière soi. C'est aussi le concept de cette manifestation qui va se dérouler dans les jours qui viennent en Israël. On va terminer également avec cette information économique du jour. C'est l'annonce par le groupe Altis, présidé par Patrick Drahi, du rachat d'un câblo opérateur américain. Il s'agit de Southern Link, ce qui, pour cette opération estimée à 7 milliards de dollars, permet donc au groupe Altis de prendre pied sur le continent américain. Southern Link qui compte un peu plus d'1 400 000 abonnés, répartis dans une quinzaine d'États et un chiffre d'affaires estimé à 2,3 milliards de dollars l'an dernier. Altis qui est propriétaire de Numéro Câble et d'SFR en France notamment. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, vous aurez droit à un nouveau point justement sur ce qu'il faut retenir de l'actualité. Ce soir, ce sera présenté par Daniel Atlan. Et puis, bien sûr, nous on se retrouvera demain. Passez une très bonne soirée sur i24 News.